Et on retrouve tout de suite Bernard Veil avec ses invités dans son émission Parlons patrimoine. Bonsoir Marika, comment allez-vous? Bonsoir, très bien et vous? Alors, vous êtes toute chose, vous êtes toute émue pour la dernière avant les vacances? Ah ben, c'est ça, hein. Ouais. Qu'est-ce que vous nous avez préparé? Alors, allez, je vous laisse envoyer le titre. Aujourd'hui, on parle de quoi? De focus action. On a fait pas mal de focus du coup sur des classes d'actifs, mais on n'avait jamais fait action et je me suis dit bah, voilà, que c'était une des quand même classes d'actifs les plus connues et où les individus investissent le plus. Du coup, c'était pas mal de faire une petite mise au point. Allez, on change cette fois-ci. Je fais l'introduction. Alors, une action, c'est une part de société. Et maintenant, Marika va vous dire tout le reste. Ah, Ah, ça a coupé. ça a coupé. Alors, je refais l'introduction. Je disais, une action est une part de société et Marika va vous dire tout le reste. C'est ça. Donc, une part d'une société, bah déjà, on peut être actionnaire majoritaire. Donc, ça, si on a plus de la moitié de la société. Ou alors, on peut détenir du coup une petite portion et du coup, on va faire partie de ce qu'on appelle le free float. Et le free float, c'est l'ensemble des personnes qui détiennent justement des actions. Et donc, plus il y a de free float, plus on dit que l'action peut être volatile. Pourquoi? Parce que quand il y a un actionnaire majoritaire, en général, cette personne ne va pas vendre ou acheter. Du coup, plus il y a de free float, plus possiblement il y a de la volatilité. Donc, pourquoi est-ce que c'est bien d'avoir de l'equity, donc des actions? Premièrement, c'est parce que ça donne des bons rendements. Donc, on parle de 5% ou plus. Donc, ça dépend à quel point vous êtes optimiste ou pas et à quel point vous regardez aussi les statistiques, puisqu'on peut dire un peu tout des chiffres. Donc, c'est possiblement 5%, 7%, 10% en fonction de quand vous regardez. Mais du coup, même si on prend un chiffre un peu conservateur de 5%, c'est un chiffre qui, la plupart du temps, va nous permettre de battre l'inflation. Et ça, c'est toujours, quand on investit et quand on investit sur le long terme, c'est vraiment ce à quoi on veut battre, puisque sinon, on perd du coup de la plus, enfin, du purchasing power. Alors là, Euh, je vais donc, juste vous interrompre, faire une toute petite aparté et pour vraiment insister sur ce que vous avez dit, parce que la base du métier de gestionnaire de patrimoine, c'est ça. Donc, les gens viennent vous confier leur argent et vous avez trois objectifs. Le premier objectif est de ne pas perdre. Ça, c'est vraiment le premier objectif. Et c'est un peu compliqué à comprendre parce que les gens pensent que s'ils avaient de l'argent, s'ils avaient beaucoup d'argent, ben, ils en auraient. Eh bien non, quand on a de l'argent, le premier risque, c'est d'en perdre. Donc le premier objectif de la gestion de patrimoine, c'est de ne pas perdre. Et le deuxième risque, c'est ce que Marika vient d'expliquer, c'est de au moins faire l'inflation, c'est-à-dire ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, conserver la valeur. Voilà, donc là, on est sur le deuxième point qui est un vrai point fondamental. L'objectif numéro 2, après ne pas perdre d'argent, est de conserver la valeur. Et ce n'est pas aussi simple que ça. Allez, je ne vous embête plus et je vous laisse continuer. non, c'est pas du tout si simple que ça, c'est clair. Et donc, même si on parle de 5%, 7%, 10% de possibles rendements en termes d'action, le but, c'est de vraiment tenir les positions dans les moments durs. Pourquoi? Parce que ce soit à la baisse ou à la hausse, mais d'autant plus à la baisse, en général, il y a un crash, du coup, on perd 10%, 20%, possiblement 30%. Mais en fait, la majeure partie de la performance est faite en quelques jours. Et donc, si on a vendu et on n'a pas réinvesti, du coup, la performance haussière, on va la rater. Donc, c'est vraiment le fait de rester dans le marché, même dans les coups durs. Pourquoi? Parce que notre objectif, c'est à long terme et donc on ne devrait pas être ennuyé, entre guillemets, avec les hauts et les bas de la volatilité. Alors, pour ça, il faut adhérer à un principe. Alors, un principe qui ne nous a jamais trahi depuis la création des marchés. Donc, c'est le principe que les marchés sont des cycles, mais que l'économie étant croissante à long terme, les marchés doivent aussi croître à long terme. Donc ça, c'est le paradigme qui nous entoure aujourd'hui. C'est peut-être un paradigme qui pourrait un jour changer. Possiblement, exactement. Ouais. Mm. Donc après, en termes de jargon, on va rentrer un peu dans les détails. Il y a trois tailles d'actions. Donc, on parle de large cap, les grosses, les moyennes et les petites. Donc, les large cap, c'est vraiment des grands noms avec des capitalisations boursières du coup de plus de 15 milliards. Donc, c'est des actions qui sont matures, qui ont des fortes marges et qui souvent donnent des dividendes. Donc, si jamais vous avez envie d'avoir des revenus passifs, c'est ce genre d'actions que vous pouvez acheter.
puisque c'est un peu des espèces de mammouths, entre guillemets, donc c'est des noms vraiment connus voilà, il y aura possiblement moins de risques et du coup moins de volatilité. À l'opposé, il y a ce qu'on appelle les small caps. Et donc ça, c'est des capitalisations boursières qui sont de moins de 3 milliards. Et du coup, bah, c'est des forts rendements, des fortes croissances. Mais il y a quand même besoin de fonds une fois de temps en temps pour les aider à grossir, pour éventuellement lancer de nouveaux produits. Et donc en ce moment, avec tout ce qui est possible récession, etc., il y a peu de monde qui regarde ces small caps. Pourquoi? Bah, parce que ce sont des petites boîtes et donc elles ont plus de possibilités de crasher, entre guillemets. Et au milieu, on a ce qu'on appelle les mid caps. Et donc ça, c'est des entreprises qui sont établies, qui ont un track record et donc qui sont entre eux bah, les larges et les small. Alors, je vous coupe Ah, encore. Alors là, c'est très intéressant ce que vous venez de dire, parce que vous venez de dire quelque chose qui est loin d'être une vérité acceptée par tout le monde, qui est une vraie hypothèse, et j'aimerais bien que vous la développiez un peu. Vous venez de dire que aujourd'hui, les small cap et les mid cap marchaient un peu moins bien que les large cap, parce que comme il y avait des risques de récession, on a un petit peu peur des risques de faillite. Alors, l'investisseur ou les investisseurs vont plutôt vers des gros mammouths et des grosses choses. C'est une vraie théorie, ça, ou c'est quelque chose que vous appréhendez personnellement, ou c'est quelque chose qui est enseigné dans les salles de marché, des choses comme ça? non, non, c'est assez. Oui, enfin, c'est une théorie, exactement. Après, elle marche ou elle marche pas, mais c'est enseigné. Et du coup, en fait, c'est un peu. On appelle ça flight to quality. Donc, en fait, dès qu'il y a un stress, bah, je sais pas, le dollar, l'or, tout ça, ça va monter. Pourquoi? Bah, parce que c'est plus safe. Et dans les actions, bah aussi, les large caps, donc ces espèces de mammouths, vont avoir plus de regain d'intérêt. Pourquoi? Bah parce qu'on veut justement éviter bah, plus de risques, sachant que c'est pas parce que beaucoup de monde regarde les large caps qu'il n'y a pas des opportunités sur les petites entreprises, hein. Donc, vous pensez que le retour en grâce des mid-cap et des small-cap se fera avec un retour en grâce de l'économie? Ouais. Ou un peu avant, parce que du Un peu coup, avant. une fois que l'économie est revenue, enfin, c'est trop tard. Mais effectivement, c'est un des signes précurseurs que l'économie va mieux, qu'il y a un regain d'optimisme dans le marché et que, bah, du coup, enfin, ouais, que ça va être d'ici, je sais pas, 3, 6 mois, ça va plutôt être positif sur l'économie réelle. D'accord. Alors, il y a un certain temps, on avait fait un focus sur les ETF. Et vous aviez dit que dans les marchés matures, vous préfériez les ETF et que vous vous concentriez sur des stock pickers, donc des gestionnaires qui cherchent des actions, voire peut-être même vous-même sur des actions si vous connaissez, dans des marchés moins matures. Et aujourd'hui, si on fait le focus action, est-ce que dans un marché mature comme un marché européen, on doit aller sur des ETF qui eux-mêmes vont avoir du Total, vont avoir du luxe parce que c'est ce qui marche bien aussi, du LVMH. Et après, la question, c'est est-ce que pour acheter du Total et du LVMH, on a besoin d'un ETF et on ne doit pas l'acheter nous tout seul. Donc, comment on classe ces actions, entre guillemets, ces grosses actions, entre le choix entre des SICAV, de stock pickers ou des ETF? Mm. Donc, encore une fois, ça dépend vraiment de l'objectif de la personne, du taux d'horizon, de sa capacité, de sa connaissance, de l'énergie qu'elle a envie de donner, du temps qu'elle a envie de passer, etc. Donc, hyper spécifique à la personne. Mais il y a souvent quelque chose qu'on dit qui s'appelle, enfin, un portefeuille qui s'appelle le corps satellite, où en fait, dans le corps, du coup, il va y avoir des fonds. On parle de possiblement 80%. Donc, encore une fois, ce n'est pas du tout des conseils, c'est juste des théories. Donc 80% de corps où il va y avoir exactement des fonds sur bah, des equity, etc. Et puis sur les 20%, donc du coup, ça, c'est des satellites. Et sur les satellites, on va prendre des petits paris, on va acheter une entreprise pour voir un peu ce que ça donne. Donc ça sera plus le stock picking. Ou alors des fonds, mais qui sont peut-être moins mainstream, donc des choses un peu plus risquées sur des émergents ou ce genre de choses. Donc, vous, ce que vous pensez, c'est que quand on décide d'aller sur un marché action, donc en amont, il faut d'abord décider d'y aller ou décider de ne pas y aller.
Ensuite, si on a bien suivi toutes vos crédits, on y alloue un budget en fonction de la décision qu'on a prise. Et après, votre stratégie à vous, ce serait plutôt de bien répartir et d'aller un petit peu partout, donc quelques actions en direct, quelques fonds, quelques ETF, ou alors c'est de plutôt bien réfléchir à ce qu'on veut faire et se concentrer sur une seule sous-classe d'actifs à l'intérieur de cette grande classe d'actifs que sont les actions. Alors, diversification, c'est hyper important. Dans n'importe quelle théorie de portefeuille, il faut diversifier pour que la performance de certaines classes d'actifs puisse, ou même pas que de classes d'actifs. Donc, on peut diversifier en termes de classes d'actifs, mais on peut diversifier aussi en termes de taille d'entreprise, en termes de stratégie, en termes de géographie. Enfin, il y a plein de façons de pouvoir diversifier. Mais donc, la diversification, c'est hyper important. Il ne faut jamais mettre ses œufs dans le même panier. Voilà. Après, c'est pas parce que on est investi que en actions qu'on peut pas avoir cette diversification. Si on prend encore une fois des ETF par exemple monde, on va avoir une diversification géographique, on va avoir une diversification pardon au niveau des secteurs. Même si, ok, on est investi que dans des actions. Donc, non, vraiment, c'est la diversification, c'est hyper important. Par contre, plus on est actif ou plus on a les mains dedans, donc c'est-à-dire avec le stock picking, etc., plus il faut être concis parce que stock picking, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend de la connaissance, etc. Et donc, on ne peut pas bien suivre. Enfin, si on prend encore une fois des professionnels qui font du stock picking, on va avoir, je sais pas, par exemple, des personnes qui vont suivre 15, 20, maximum 25 entreprises et c'est leur métier. Enfin, ils font ça tous les jours. Donc, nous, en tant qu'investisseurs personnels, privés, clairement, enfin, c'est impossible d'avoir autant de stocks à regarder, quoi. D'accord. Alors moi, je me suis toujours méfié d'une chose, et vous allez me dire si on peut l'adapter à la finance. Plutôt en politique et dans les nouvelles, les gens qui ont l'habitude de faire de l'analyse ou qui ont l'habitude de faire la même chose tous les jours, je me dis que toujours dans les moments de tension, il faut peut-être pas trop les écouter parce qu'ils sont prisonniers de leur routine. Alors, quand on est dans un moment routinier ou dans quelque chose de classique ou dans quelque chose de normal, ce sont des gens qui font ça. C'est un peu comme faire du vélo. Ben, ils font du vélo le matin, ils font du vélo le soir et ça. Mais tout d'un coup, quand on rentre, et on rentre régulièrement dans des situations un peu exceptionnelles, donc liées à des stress ou liées à des problématiques, et il y a toujours une petite voix au fond de moi qui me dit attention à ces routiniers, ce ne sont que des routiniers et ils vont mal gérer ou mal appréhender les problèmes exceptionnels. Alors, quand je regarde la réalité, je me dis que j'ai tort parce que dans son ensemble, ces routiniers font plutôt bien le job et arrivent bien à s'en sortir. Mais je me dis que j'ai raison aussi parce que quand on regarde quelques fonds, régulièrement, il y a des fonds qui sont considérés comme des très bons fonds et qui, boum, dans un moment spécifique, s'effondrent. Et on voit que l'effondrement est lié au moment spécifique qui travaillait, alors que dans les 10 dernières années, il n'y a jamais eu cet effondrement. Vous remarquez ça aussi? Vous voyez ça aussi? Vous appréhendez ça aussi ou pas du tout? Ah si, si, enfin, clairement, on a tous des biais psychologiques. Donc ça s'appelle la psychologie enfin, financière, etc., qui est fantastique comme sujet. Et donc, oui, le fait d'avoir de l'expérience, on va toujours partir de son expérience pour appliquer du coup, les solutions qui ont marché à un moment donné, sachant que chaque crise est différente. Donc complètement, et je me souviens, enfin en tant que très jeune tradeuse, c'était quand dans les années, je sais plus, 2013 ou quelque chose comme ça, quand il y a eu les premières hausses de taux aux USA, je me souviens que j'avais vu une stat sur Bloomberg qui m'avait fait enfin, marrer, entre guillemets, mais il y avait plus de un tiers des traders qui n'avaient jamais vu en fait de hausse de taux. Donc ça, on peut se dire, waouh, mais s'ils n'ont jamais vu, ils n'ont pas l'expérience, etc. Et donc, en fait, c'était un peu vu comme justement quelque chose de négatif, alors que, en fait, chacun a ses skills et ses... Mais donc, ça rejoint un peu votre point. Ok. Eh bien, allez, on vient de terminer notre focus sur les actions. On a David Calfon qui nous a rejoint. On a Christophe Tapia qui nous a rejoint aussi. On va lui demander de mettre sa caméra pour être en phase avec nous dans notre studio virtuel. Christophe, vous êtes avec nous? Non, alors Christophe, il doit être presque avec nous et il va arriver
d'ici quelques secondes. Donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, pas d'édito. On va plutôt parler de quelques sujets qui fâchent ou quelques sujets qui embêtent. Alors, j'en ai deux. Après, on passera à un point marché un peu spécifique pour cette dernière émission de la saison. Et ensuite, on reviendra sur des sujets comme ça qui pourront être lancés par nos invités. Alors, Christophe, il a mis son micro. Maintenant, Oui, Christophe, il devrait nous entendre. Bonsoir, Christophe. OK. bonsoir Ravi de vous Bernard. avoir avec nous. Donc, je disais, je ne sais pas si vous m'avez entendu, pas d'édito. On va parler de deux sujets. Donc, j'ai deux sujets qui fâchent. D'abord, j'ai l'immobilier, parce que l'immobilier, je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Et c'est un sujet qui va revenir encore et qui est un petit peu plus, qui est perturbant et qui va nous perturber sur plusieurs aspects. Et j'ai un autre sujet que je vais lancer, je vais en profiter parce que David est là et Christophe sont là, sont un peu des spécialistes des obligations. Marika aussi, vous aviez été trader dans les obligations. Alors, fin de l'année dernière, ce qu'on disait tous à peu près, et tous les invités qui venaient et qui connaissaient un petit peu les obligations disaient 2023, ça va être l'année des obligations. Il va y avoir un retour, on sort d'un crack, c'est maintenant, c'est le moment ou jamais. Il s'est passé un semestre, donc l'année n'est pas finie, mais il s'est passé un semestre. J'ai pris trois fonds au hasard. Donc, comment j'ai sélectionné ces fonds? Alors, je les ai sélectionnés parce que deux fonds, ce sont des fonds des sociétés de gestion de nos invités. Et un troisième fonds, c'est un fonds qui est très, très connu sur la place par les gestionnaires de patrimoine et qu'on voit régulièrement dans les portefeuilles. Donc, il y a Sunny Eurostratégique, 1,07 de rendement depuis le début de l'année. Sanso Objectif Durable, 1,23 depuis le début de l'année. Et j'ai Carmignac Portfolio Crédit. Il y avait d'ailleurs un bel article aujourd'hui sur H24 sur lui, qui fait 2,06 depuis le début de l'année. Donc, on ne va pas faire de classement. Les fonds sont un peu différents, donc c'est un peu normal qu'il y ait des résultats qui soient un petit peu différents. Mais en tout cas, est-ce que les obligations tiennent leurs promesses et est-ce que 2023 sera vraiment l'année des obligations? Allez, David, comme d'habitude, vous commencez et ensuite Christophe nous dira ce qu'il en pense. Eh bien, sur le marché obligataire, vous avez deux choses toujours à prendre en compte, puisque là, ce que vous avez donné, ce sont les performances depuis le début de l'année. Et il y a deux forces. Il y a une force positive sur les obligations qui est tout simplement le coupon. Et donc le temps qui passe, les taux de rendement et les portages qui sont actuellement dans les portefeuilles obligataires sont des portages qui sont relativement élevés. Je ne connais pas très bien les niveaux de portage des portefeuilles que vous avez cités, mais en ce qui concerne Sanso, on est toujours autour de 4,90 de rendement embarqué, on va dire. Mais en revanche, puisque on serait tout à fait en droit de dire, 4,90, on est à la moitié de l'année, donc on devrait avoir un rendement autour de 2. Pourquoi on n'est que à 1, quelque chose? Entre-temps, on a eu quand même tout au long de l'année donc ces hausses de taux des banquiers centraux, donc qui n'ont pas terminé leur effort. Et chaque fois qu'il y a eu une hausse de taux, ça a entraîné c'est comme un petit frein qui est mis à l'expression de la performance des portefeuilles. Et donc, en fait, nous, on pense que c'est cet été, à partir du moment où les banquiers centraux vont marquer une pause, que l'on va avoir ce rattrapage qui va nous permettre de voir les portefeuilles délivrer des performances qui vont être plutôt en ligne avec le portage, alors que dans cette première partie de l'année, donc les performances ont été légèrement inférieures à leur portage intrinsèque. Donc, pour vous, surtout, on ne touche pas nos positions, on garde les positions et ce qui a été dit par les différents invités qui sont venus, ça reste valable, ça va juste un peu se décaler dans le temps. Et donc, Exact. vous avez mis en avant cette performance embarquée, mais cette performance embarquée, elle ne tiendra et elle ne sera délivrée à l'épargnant que si on n'a pas de casse dans les sociétés en portefeuille. Et aujourd'hui, vous ne voyez toujours Ah, pas de casse. oui, alors bien entendu, et là encore, voilà, chacun a son style de gestion et chacun gère ce risque de défaut comme il l'entend. Chez Sanso, nous, on fait vraiment le pari de la granularité des portefeuilles et de la diversification à l'extrême, puisque vous avez à peu près 120 lignes dans le portefeuille Sanso Objectif Durable 2024. Et en tous les cas, dans les 120 lignes que nous avons eues,
Nous avons effectivement deux, trois situations qui sont sous surveillance, comme on dit, mais quand on les additionne, on est en train de parler de 0,6% du portefeuille, donc on va dire quasiment rien au regard de la performance embarquée. Donc, serein. Vous restez serein. Oui. Super. Alors, on va maintenant venir avec Christophe Tapia. Christophe, vous êtes avec nous? Oui, oui, je suis là, je suis là. Alors, ok. Désolé, la caméra veut pas montrer mon physique très favorable, mais c'est comme ça. Il y a des Alors, moments c'est où pas ça veut grave. pas marcher. Alors, pour Christophe, on va commencer avec une anecdote. Donc, en 2020, quand le Covid est arrêté, bon, est arrivé, les marchés ont été extrêmement, extrêmement bousculés. Il y a eu des effondrements. Et donc, j'ai appelé Christophe, comme beaucoup de gérants, pour faire un point. Et il y avait un fonds dont on a parlé, qui était un fonds obligataire. Donc, son fonds obligataire, Sony Eurostratégique, qui s'est effondré, je parle sous votre surveillance, Christophe, mais je crois de 8 ou 9%, juste au moment du pic et du déclenchement des confinements et des choses comme ça. Et Christophe, il m'avait dit quelque chose qui m'avait fait beaucoup rire, il avait eu raison d'ailleurs, et il m'avait dit, vendre un fonds obligataire comme le nôtre, maintenant, relève de la psychiatrie. Donc, je me suis dit, comme je ne relève pas de la psychiatrie, je vais l'écouter, je ne vais rien vendre, je vais faire d'autres choses et trouver d'autres choses. L'avenir lui a donné raison. Merci Christophe de ce point fort qui avait vraiment mis en garde. Et aujourd'hui, votre fonds, 1,07, alors un peu décevant par rapport à ce qu'on s'attendait au début de l'année. Vous aussi, ce fonds a souffert en 2022, comme à peu près tous les fonds obligataires. Est-ce que vous êtes un peu déçu de cette performance ou pas trop et vous la trouvez logique par rapport aux événements? Et comme David, vous dites le deuxième semestre sera sans doute meilleur et pourquoi ou pourquoi pas? Ou est-ce que vous avez une autre approche? Alors, merci pour la bonne écoute de 2020, hein, Bernard, c'était déjà pas mal, c'est un bon début. Non, évidemment, je partage 100% de ce qu'a dit David au préalable. Juste pour rappel quand même, c'est-à-dire que euh, dans une obligation, il y a deux moteurs de performance. Il y a le coupon, mais il y a aussi le gain en capital. Pas plus tard qu'il y a 18 mois en arrière, début 2022, ce gain en capital n'existait pas parce que toutes les obligations que l'on achetait, elles étaient déjà très bien valorisées à leur prix, voire au-dessus de leur prix d'émission. Là, aujourd'hui, on a deux moteurs, on a le coupon et aussi le gain en capital, puisque le papier qu'on achète aujourd'hui, il est en dessous de son pair, en dessous de donc son prix d'émission en dessous de 100. Donc, ce qui fait qu'il y aura un effet rattrapage entre je suis remboursé à 100, si je suis à 96 aujourd'hui, je gagne le 96 à 100 plus le coupon. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand même, c'est plus facile d'être gérant obligataire en juin 2023 qu'en juin 2022. C'est-à-dire que c'est quand même un point qui est fondamental. Aujourd'hui, la sécurité dans notre univers donc rémunère globalement entre 3 et 4. La sécurité, c'est quoi? C'est les emprunts les mieux notés. Voilà, les emprunts dits investment grade, des boîtes comme Total, Danone, Saint-Gobain, que des très grosses sociétés que tout le monde connaît. Aujourd'hui, ce niveau de rémunération est totalement acceptable et appréciable. De nouveau, pour mémoire, ce niveau de rémunération en janvier 22, il était proche de zéro. Mais c'était assez logique parce que l'emprunt d'État français à 10 ans rémunérait zéro. Aujourd'hui, l'emprunt d'État français à 10 ans, pour vous donner un repère qui est toujours un repère intéressant à voir, il rémunère entre 2,85 et 3,05. C'est ça la fourchette. Et on ne bouge pas de cette fourchette depuis un certain temps maintenant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un autre élément qui est fondamental sur l'univers des obligations aujourd'hui, c'est que patienter est rémunéré. Donc on est payé pour attendre, ce qui n'était pas le cas il y a encore 10, 12 mois en arrière. Donc c'est un changement de paradigme qui est assez radical. Donc après, la question qu'on doit se poser, est-ce qu'on est déçu? Un petit peu, mais pas tant que ça, parce qu'on sait que dans le portefeuille, il y a quand même des moteurs en termes de coupons et de gains en capital disponibles. Donc on est en tout cas, on est détendu. Voilà, c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme en 2022 ou fin 2021 en se disant, oh là là, qu'est-ce que je dois acheter pour essayer d'aller chercher un peu de performance parce que les taux sont à zéro et comment je vais faire? On se pose plus du tout les mêmes questions. Et ça, je pense que c'est un élément qui est assez fondamental. C'est-à-dire d'avoir des gérants qui sont détendus, c'est quand même un peu plus safe pour ceux qui vont nous faire confiance. Mais on est plus détendu parce qu'effectivement, le sans risque rémunère. Regardez ce qui se passe sur les fonds monétaires, par exemple, où on trouve de la rémunération avec un niveau de risque zéro. Donc, aujourd'hui, évidemment, devant nous, on va avoir des périodes qui vont être assez fast, qui vont être plus confortables pour les gérants obligataires, avec des niveaux de rémunération qui vont osciller entre 3 et 4 pour les choses les plus sécurisées, et puis au-delà de 6 pour les choses qui le sont un peu moins. Donc l'univers devant nous, il est quand même plutôt propice, avec un champ des possibles qui est de plus en plus large aussi. C'est ça qui est important.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va pouvoir composer des portefeuilles avec différentes choses, avec différents risques en termes de société, mais surtout avec vraiment un choix qui devient plus important que ce qu'il était il y a 18 mois en arrière. Il y a 18 mois en arrière, l'investment grade, ça n'intéressait personne parce que ça rémunérait zéro. Donc aujourd'hui, à partir du moment où l'ensemble de la classe d'actifs obligataires rémunère, bah, ça permet effectivement d'être plus optimiste à moyen terme. Et ça, c'est un point important. Alors après, évidemment, il y a deux questions qu'il faudra se poser parce que les risques dans l'univers obligataire, ça reste toujours les mêmes, hein. Le premier, c'est un risque de taux. Donc, est-ce que les taux peuvent continuer à monter? Alors, la réponse est oui, hein. Les taux peuvent toujours continuer de monter. Sur le 10 ans français, on est autour de 3, ça peut aller un peu plus haut, mais on peut imaginer quand même qu'on a fait 80% du chemin. On vient de zéro, hein, oublions pas ça. Donc 0,3, ça fait déjà une hausse de taux qui est très importante. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est est-ce que ce que vous évoquiez tout à l'heure avec David, est-ce que les défauts vont être plus importants? Parce que c'est ça aussi qui est un point très important dans notre aventure. Alors, on peut imaginer oui, que les défauts vont être plus importants, mais surtout aujourd'hui, ce qui est fondamental, c'est que on n'est pas obligé de prendre de risques inconsidérés pour aller chercher un niveau de performance entre 4 et 5. C'est ça qui a changé la donne. Allez, je vais passer la parole à Marika. Donc, alors, Marika, la première question, est-ce que vous vous attendiez à une hausse plus importante des fonds obligataires au premier semestre 2023 ou est-ce que c'est la hausse que vous voyez, elle vous semble à peu près logique par rapport à vos estimations, aux suppositions et par rapport à cette sortie de crack? Donc là, on n'a plus de crack obligataire, il était bien sur 2022, il est bien derrière nous. Et est-ce que vous avez la sérénité de David et de Christophe pour le deuxième semestre de l'année, où vous vous dites qu'il peut encore y avoir des surprises et que peut-être le rebond des obligations et le retour de la classe d'actifs va prendre un petit peu plus de temps que ce qui était attendu ou que ce qui était supposé par les gérants? Et sur la performance, bah, possiblement un peu décevant, mais encore une fois, c'est lié mécaniquement aux hausses de taux. Donc, vu qu'elles ont été quand même plutôt agressives, c'est juste mécanique. Est-ce que ça va s'arrêter à l'été, la hausse de taux? Encore une fois, je pense que ça dépend des pays. L'Angleterre, elle est loin d'être sortie. Et après, pour moi, en tant que coach et de justement finances personnelles, c'est plutôt une question de qu'est-ce qui fait du sens et c'est quoi les autres options. Et donc, avoir une performance de 1,20 ou 1,30 sur 6 mois par rapport à, je ne sais pas, avoir du cash, par exemple, c'est quasiment plus ou moins la même chose. Alors, c'est que sur 6 mois et il n'y a pas l'historique, etc. Mais ouais, moi, je ne suis pas nécessairement hyper bullish, entre guillemets, sur les obligations. Pourquoi? Parce que j'attendrai plus un point d'entrée. Et pour l'instant, je préférerais être en cash juste pour voir un peu ce qui se passe. Très bien. Allez, Maëlle. Donc, vous, comment vous voyez ça un petit peu? D'abord, en termes de flux, est-ce que sur l'année 2023, sur le premier semestre 2023, vous avez vu plus de flux que d'habitude sur les fonds obligataires, sur votre contrat d'assurance vie ou les gérants de FI, des FAS, où vous voyez aussi des choses remonter? Je sais que vous vous entretenez régulièrement avec eux. Vous les avez sentis plus orientés obligations et maintenant un peu déçus ou non, non, pas du tout. Les choses se mettent en place pour un peu de temps. Moi, je dirais que depuis le début de l'année, il y a eu pas mal de changements. Donc, on faisait beaucoup de private equity, on en fait encore, mais un peu moins. Euh, on se disait que les actions allaient revenir. Bon, bah, finalement, c'est pardon, c'est l'obligataire qui est revenu. Donc, on voit beaucoup plus d'obligataires. Et alors, je dirais que les fonds, là, la performance, elle est un peu moins bonne. Peut-être, enfin, elle est bien, la performance, mais elle n'est pas aussi bonne qu'espérée. Peut-être parce que justement, c'est des obligations qui étaient détenues avant. Ceux qui rentrent maintenant sur le marché obligataire, le nominal, il est un peu en baisse. Et donc, c'est maintenant peut-être qu'ils vont faire des bonnes affaires. Parce que le coupon, lui, pour le coup, est intéressant. Donc, on en a vu pas mal là depuis le début de l'année. Et ce qu'on voit beaucoup, nous, depuis le début de l'année, c'est les dépôts à terme. Donc, c'est le concurrent numéro un de toutes les gestions, ce sont les dépôts à terme. Donc, c'est vraiment ça qu'on voit le plus. D'accord. Alors, le dépôt à terme dans le cadre de l'assurance vie. Ouais. D'accord. Et alors, comment ça se passe? Parce que je pense qu'en France, on n'a pas le droit de le faire parce qu'on Non. on voit pas ça. Donc, c'est vous, en tant qu'assureur, qui le proposez carrément à vos clients? Non, 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 c'est les clients qui nous le demandent surtout.
D'accord? Et donc, vous le mettez en place. Ben, on fait rien en fait. C'est enfin non, c'est le FAS, c'est le courtier ou D'accord, le donc ça, c'est gérant qui quand choisit. c'est un face ou un FI. Donc, quand il y a une gestion intermédiaire, OK, quand il y a une gestion intermédiaire, à travers le gestionnaire intermédiaire, il y a le droit de rentrer un compte à terme. Mais ma question, c'est en direct, puisque vous êtes une compagnie qui avait fait le choix il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2, 3 ans, je crois, d'arrêter le fonds euro. Est-ce que vous proposez maintenant un compte à terme ou quelque Non. chose de la sorte où le client, vous lui dites au client, bah, 3,22 garantie, argent bloqué 1 an? Parce que ça a été une habitude à un moment à Luxembourg de proposer en début d'année de bloquer une somme pour 1 an avec un taux connu à l'avance. Ouais, alors, bon, ça fait 7 ans qu'on a arrêté le. C'était un taux garanti, D'accord. c'était pas un fonds euro, ça fait déjà 7 ans qu'on a arrêté. Mhm. Le dépôt à terme, finalement, il va dépendre de la banque dépositaire que vous utilisez dans votre contrat, puisque D'accord. vous pouvez refléter que le dépôt à terme de la banque dépositaire. Donc finalement, c'est ce qui peut orienter le choix du client. Il va choisir finalement la banque dépositaire pour avoir le dépôt à terme qui va avec, ou alors si le sous-jacent FIDUFAS est déjà en place, à ce moment-là, soit il changera de banque dépositaire s'il n'est pas satisfait. Après, ils se tiennent tous plus ou moins, hein, les dépôts à terme. Et donc, c'est celui de la banque dépositaire qui va être reflété dans le contrat. Donc, c'est OK. généralement déjà en place. Allez, on va arrêter ce sujet. Alors, j'ai un autre sujet, mais on va peut-être démarrer le point marché de David et on passera sur le deuxième sujet de l'immobilier, là où il est vraiment en train de se passer des choses un peu plus compliquées que prévu. Euh, David, je vous laisse faire votre point marché. Avec plaisir, avec plaisir. La semaine dernière, on a des marchés qui ont corrigé la quasi-intégralité, hein, de la hausse que nous avions eue la semaine précédente, ce qui veut dire que depuis la dernière chronique des marchés, donc il y a 15 jours, les indices n'ont pas eu d'évolution notable. On est toujours sur des marchés européens qui sont en hausse de près de 15% depuis le début de l'année, des actions américaines qui progressent de 14%, donc vous remarquez au passage, donc l'écart entre les actions, la progression des actions européennes et des actions américaines est en train de se tasser de manière assez significative. Et une mention particulière pour le Nasdaq, qui est en hausse de près de 37% depuis le début de l'année, sans oublier le Japon, qui reprend des couleurs. On est à plus 20% depuis le début de l'année. Alors malheureusement, quand on tient compte de la devise, pour les investisseurs de la zone euro, il ne reste plus que 10 ou 11%, mais c'est quand même beaucoup mieux que ce à quoi ce marché nous avait habitués. Alors, ces dernières semaines, on a plusieurs facteurs de risque, hein, qui se sont estompés. On peut citer donc la validation du relèvement du plafond de la dette, la détente des craintes sur le secteur bancaire américain. Et si on considère l'actualité récente, c'est-à-dire les turbulences ou rébellions plus ou moins avortées en Russie, ce sont des sujets qui sont à surveiller, mais qui, globalement, en tous les cas pour le moment, ne semblent pas changer la donne. Alors, sur le front de l'inflation, parce que c'est quand même ça la clé pour les marchés actuellement, on a des signaux qui sont globalement favorables. Je peux citer une anecdote, c'est qu'en octobre dernier, on avait 80% des composants qui permettent de mesurer l'évolution des indices des prix et à la consommation qui étaient en hausse. Au mois de mai, ce sont seulement 30% de ces composants qui sont en hausse. Alors malheureusement, cela ne suffit pas et la route va être certainement encore longue, même si les facteurs désinflationnistes se renforcent. On a un ralentissement de la croissance, on a une amélioration des approvisionnements, on a une baisse du prix des matières premières. Malgré tout cela, on a quand même un point, une force qui reste en soutien de l'inflation, c'est que la normalisation de l'emploi reste très très lente et il n'y a pas du tout d'essoufflement de la boucle prix-salaire qui va prendre certainement encore du temps à s'estomper. Et tout cela va retarder la capacité de l'inflation à revenir vers 2%. Alors, pour les banques centrales, certainement, on est proche de la pause, mais la pause ne veut pas dire la baisse des taux. On pense que la politique monétaire, et c'est probablement ce qui risque de surprendre les investisseurs, la politique monétaire va rester beaucoup plus restrictive pour beaucoup plus longtemps que prévu. Alors, euh, malgré tout, hein, pardon, si je termine sur les banques centrales, donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on attend une dernière hausse des taux directeurs fin juillet, à la fois pour la BCE et à la fois pour la Fed, avant une pause qui pourrait être un peu plus longue que prévu. Euh,
le succès dans la lutte contre l'inflation est en train de se dessiner et cela, ça limite toujours le risque d'accident hein, dans la conduite de la politique monétaire. Et on a finalement quelque chose qui va rester clé hein, pour permettre de tabler sur des économies qui éviteront normalement la récession dans ces prochains trimestres. La vraie question à venir, hein, c'est de savoir finalement lorsque cette récession viendra, c'est quelle sera son ampleur. Le débat est toujours ouvert de savoir si c'est une récession d'ordre technique ou bien quelque chose de plus profond. Si on s'en tient à l'histoire, on devrait avoir une récession plus profonde. Maintenant, si on regarde tous les éléments que l'on a actuellement, on est plutôt sur une récession qui devrait être d'ordre technique. Alors, encore une fois, on l'a souvent dit ici, hein, cette récession, il ne faut pas la craindre parce que les marchés auront vite fait d'anticiper la sortie de la récession et la phase de reprise. C'est comme ça que les marchés fonctionnent avec le système de cycle et finalement d'éternel recommencement. Maintenant, je voudrais prendre l'occasion de cette dernière chronique de l'année, de la saison, pour prendre un petit peu de recul et faire remarquer à nos auditeurs que si on considère les mouvements de marché de ces 2 dernières années, on peut constater que les mouvements de rotation sectorielle, de rotation de style auront été nombreux. On a beaucoup parlé ici d'arbitrage entre la value, entre la croissance. On s'est beaucoup interrogé sur les secteurs à privilégier, avec les bancaires qui étaient à la fête, puis plus du tout à la fête, puis à nouveau quand même un peu à la fête, les commodities qu'il fallait détenir en 2021, mais beaucoup moins, pardon, en 2022, beaucoup moins en 2023. La techno, qui après avoir été la star de 2020, était le secteur à éviter en 2021-2022 et qui fait un retour en force cette année. S'il y a une leçon à tirer de tout cela, c'est que plutôt que d'essayer de courir après le secteur qui a la meilleure performance, rien ne vaut une bonne diversification de son portefeuille. Et là, je reboucle totalement avec le point qui a été fait par Marika un petit peu plus tôt. C'est en tous les cas le pari que nous faisons chez Sanso. Et si nous restons toujours très positifs sur l'obligataire court terme, nous sommes toujours investis de manière équilibrée sur les marchés actions en nous gardant bien de mouvements d'allocation d'actifs extrêmes, car on sait que ces décisions extrêmes sont souvent sont potentiellement destructrices de valeur. C'est sur ce message-là que je termine cette chronique et je vous redonne la parole. Alors, juste une question, un petit peu de business fiction là. Comment vous voyez la rentrée, le deuxième semestre? Déjà, est-ce que vous anticipez un été calme? Bon, sauf si Pirogine, il redécide de retourner à Moscou, mais autrement, on va dire, d'après les éléments, plus on... Allez, on va parler de la macroéconomie. Donc, d'après les éléments macroéconomiques que vous avez dans les mains, que vous voyez, vous êtes plutôt sur un été calme? Alors, c'est toujours dangereux de parier sur l'été parce que c'est une période où les flux étant faibles, hein, on peut avoir des mouvements un peu extrêmes avec pas beaucoup de volume. Mais globalement, en tous les cas, à l'heure actuelle, j'ai envie de dire que tous les sujets sont quand même très clairement identifiés. On a bien en tête hein, que le sujet principal, ça va être les indicateurs économiques. On sait déjà que la croissance chinoise, c'est pas terrible. Donc ça, c'est déjà bien anticipé, bien flagué en tous les cas sur les marchés. J'ai envie de dire que pour le moment, je ne vois pas de surprise très significative surgir, ce qui militerait pour un été globalement un peu en dents de scie, hein, pas de direction forte, mais plutôt j'ai envie de dire, à plat. D'accord. OK. Christophe, une réaction sur le point marché? Et vous, votre point de vue sur l'été? Était calme? Était pas si calme que ça? Non, alors moi, beaucoup de choses qui ont été dites par David sont des choses qui sont dans le marché. Hein, c'est des choses qui sont visibles. Après, la question toujours, quand on fait un point de cette nature-là, c'est pas tellement ce qu'on en pense, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et là, aujourd'hui, je trouve que la lecture des marchés, elle est assez compliquée. On a l'impression que tout paraît à peu près clair, mais ça l'est pas tant que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on ne serait pas surpris qu'il y ait une petite correction.
Alors, pas la fin du monde, hein, pas un marché qui ferait -30, mais une correction d'une dizaine de pourcents, ça serait pas choquant. Voilà. Donc, d'ailleurs, aujourd'hui, on voit bien que même dans notre univers obligataire, on achète quoi? On achète du sans risque, on achète des durées très très courtes et on prend pas de pari sur des durées trop longues parce qu'il nous semble que la visibilité est pas si bonne que ça. Donc, on semble que voilà, les actifs peuvent être un peu chers. Voilà. Donc, c'est un peu. Alors d'habitude, nous, on a un avis toujours un peu tranché. Là, on est un peu, passez-moi l'expression, mais un peu le cul entre deux chaises parce que avoir un avis tranché aujourd'hui, c'est pas très évident parce qu'il n'y a pas de trends de marché qui sautent au visage. Voilà, on peut imaginer qu'une fois qu'il y a eu cette correction, là, pour le coup, il y aura beaucoup de choses à faire. Et le moment sera peut-être venu de réinvestir sur des choses qu'on avait un peu délaissées, comme des small caps, par exemple, qui ont été un peu massacrées. Voilà, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un sujet qui est beaucoup évoqué, les small caps, parce que les gens se disent, ça fait 5 ans que ces small sous-performent les larges, et que si demain il y a un rebond de marché, on peut imaginer que c'est ces small qui tirent un peu leur épingle du jeu. Mais pour qu'il y ait un rebond, il faut qu'il y ait une baisse. Et là, pour le coup, la baisse, elle n'arrive pas. Donc, alors est-ce qu'elle arrivera pendant l'été? J'en sais rien. En revanche, c'est vrai que l'été peut être propice à ce genre de baisse, comme l'a expliqué très justement David, parce que comme les volumes sont plus faibles, ben, les amplitudes sont plus larges. Donc, voilà, je ne sais pas si l'été sera calme ou s'il sera chaud, mais en tout état de cause, nous, on aimerait bien qu'il se passe quand même deux, trois choses et essentiellement une correction, qu'on puisse reprendre du risque, que ce soit sur les actions ou sur les obligations, d'ailleurs sur l'ensemble des classes d'actifs. Allez, on reviendra au small cap peut-être tout à l'heure et si on n'a pas le temps d'y revenir, on y reviendra pendant votre partie dédiée quand on présentera la société parce qu'il y a peut-être des choses intéressantes à dire. Là, je voudrais qu'on fasse tous ensemble un focus sur l'immobilier. Donc, alors, pour nos auditeurs, l'immobilier en lui-même, c'est un marché qui est un peu comme l'automobile. Donc, il y a un côté industriel de production où on produit du logement sur le territoire en achetant des matières premières, en achetant du terrain, en ayant énormément de réglementation, en ayant besoin de beaucoup de main-d'œuvre, de beaucoup de sous-traitants. Et donc, on a un prix à la production. Et quand on a ce prix à la production, on doit y apporter une marge et ensuite on cherche des clients. On cherche des clients à travers des agents immobiliers, un petit peu comme à travers un réseau automobile et à travers mille et une manières. Comme ça fait des années, enfin même des centaines d'années qu'on produit, et ben, automatiquement, on a un marché d'occasion, comme dans l'automobile, avec des règles. Donc, on a un marché de masse d'occasion, qui sont les logements anciens. Et à l'intérieur de ce marché de masse, comme dans l'automobile, on a des produits d'ultra luxe, des produits ultra rares, des produits de collectionneurs recherchés, des choses comme ça. Et donc, on a les deux choses. Pour mémoire, on avait vu pendant, alors là, je reviens au marché d'automobile, mais comme il y a eu des difficultés à produire pendant les années Covid, le prix des voitures d'occasion, donc si on fait l'aparté, le logement ancien, ont monté. Et on peut avoir aussi des choses comme ça dans l'immobilier. Aujourd'hui, quand on regarde, on a un effondrement des quantités de logements produits. Ça, c'est un fait, hein, c'est une évidence, c'est pas ce que je suppose. On a une baisse des prix. Elle n'est pas énorme, la baisse des prix, parce que les gens, ils ont un prix de production, mais on a une baisse des prix, c'est évident, dans le neuf. Dans l'ancien, quand on regarde les chiffres qui sont produits aujourd'hui, on a une baisse des prix aussi à peu près généralisée, à peu près partout. J'ai regardé les dernières statistiques. On est entre moins 1 et 12% selon les villes. Il y avait une grande ville de France où les prix ne baissaient pas et ils continuaient de monter. Je crois que c'était une ville dans le nord, peut-être Lille, de plus 1%. Mais en tout cas, ce n'était pas significatif. Aujourd'hui, il y a eu un article de publié dans les Échos comme quoi les logements de luxe commençaient à baisser aussi. Et seul l'ultra luxe, donc l'ultra luxe, c'est ce qu'ils appellent des logements au-delà de 3 millions d'euros, eux, baissaient pas. En tout cas, baissaient pas pour l'instant. Alors, on a déjà fait des émissions là-dessus, on en a déjà parlé. Moi, ce que je voudrais aborder avec vous, c'est uniquement un seul thème. C'est est-ce que cet effondrement de la production et donc cet effondrement, entre guillemets, du PIB de ce marché en lui-même qui est important pour un pays, important pour la France, peut créer à lui tout seul une récession, être le déclencheur d'une récession ou accompagner avec violence
une petite récession industrielle qu'on voit aussi dans les chiffres. Allez, comme la question elle est bien dure, elle est pour David. Il va ouvrir le bal. Merci Bernard. Effectivement, oui, non, la question est compliquée à adresser, même si effectivement il y a dans l'immobilier un facteur qui est indéniable, c'est que l'immobilier, c'est un peu mathématique, c'est-à-dire que c'est fonction du niveau des taux d'intérêt, et il est évident que cette hausse des taux d'intérêt va ou a déjà ou commence à faire du mal à ce marché, puisque ça limite la capacité d'emprunt. En gros, à budget constant, puisque vous avez beaucoup plus d'intérêts à payer, ben, finalement, le prix que vous pouvez payer pour votre bien immobilier, ben, il est en baisse significative. Donc, effectivement, là, ce que l'on voit pour le moment comme évolution à court terme, c'est que les transactions ont énormément chuté. Donc, ça, c'est la première phase. C'est la phase où vous avez les vendeurs qui espèrent encore avoir les prix de l'année dernière et les acheteurs qui veulent payer les prix de demain. Donc là, effectivement, il y a l'offre et la demande ne se rencontrent pas. Donc, il y a un moment donné où tout se gèle. On est en plein là-dedans. Et puis après, il y a un deuxième temps dans lequel généralement les vendeurs, voyant le temps passer, s'adaptent et baissent les prix. Et là, on retrouve de la liquidité dans le marché. De là à dire que c'est le marché de l'immobilier qui va déclencher la récession, c'est compliqué parce que finalement, le besoin de logement, pardon, ce qui va faire l'activité économique, c'est pas tant la transaction d'un bien d'occasion, hein. Donc, l'achat d'un appartement ancien, ça ne crée pas de PIB, même si vous avez toujours un effet collatéral avec l'aménagement et les dépenses liées aux aménagements d'appartements qui sont quand même un peu significatives. Malgré tout, c'est le vrai porteur d'activité économique, c'est la construction. Cette construction, ce besoin de logement, il n'a pas baissé. Donc, je ne pense pas que on puisse voir un marché qui se grippe totalement au niveau de la production d'immobilier. Donc, j'ai tendance à dire que ça peut accompagner la récession. De là à dire que tout viendra de là, je pense que c'est un peu exagéré. Allez, Maël, votre opinion là-dessus. Alors, vous avez un prix peut-être un petit peu plus international, puisque comme vous vivez à moitié au Luxembourg, à moitié en France, et là, une fois vous nous avez dit au Luxembourg, le marché est complètement bloqué. C'est ce qu'on avait remarqué nous aussi. On avait financé quelques dossiers de construction à Luxembourg. On a eu pas mal de problèmes avec eux, de renonciation à construire parce qu'ils ne trouvaient pas de sortie, parce qu'ils ne trouvaient pas d'acheteurs. Alors, comme il y a 1000 choses à dire sur l'immobilier, on reste bien dans ce prisme. Est-ce que vous pensez que la crise actuelle, qui est une crise réelle, peut s'aggraver et devenir un des moteurs d'une récession ou alors un des accompagnements les plus forts et un des accélérateurs d'une récession en accompagnant la récession industrielle? Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'ils ne vont pas laisser faire. L'État ne va pas laisser faire. Il y a trop d'emplois, trop de monde qui sont concernés par le secteur de l'immobilier. Donc, moi, je suis persuadé qu'on va arriver à trouver une solution. Alors, laquelle, ça, bon courage à eux, hein. Je suis content de ne pas être un homme politique en ce moment. Mais en tout cas, je suis sûr qu'ils vont arriver à trouver une solution. Par exemple, au Luxembourg, ils ont mis 150 millions sur la table, ce qui est ridicule, hein. C'est pas du tout avec ça qu'ils vont arriver à sauver le secteur de la construction et de l'immobilier en général. Du coup, les acteurs se sont un petit peu rebellés. Et donc, il y a un autre plan qui est en discussion justement pour aider au redressement de l'activité. Ouais, je suis persuadé qu'en France, enfin, on ira dans la même direction. Et si éventuellement on a une petite chute de l'immobilier bah là, ça fait déjà quelques mois, disons que ça dure un an et demi, c'est pas forcément une mauvaise chose, ça serait quelque chose d'un peu sain. Ça sera accompagné, à mon avis, d'une baisse des taux de crédit, parce que c'est ça, hein, le blocage aujourd'hui. On n'arrête pas de dire dans l'émission que vraisemblablement en 2024, les taux vont rebaisser un petit peu, donc ce qui pourra entraîner une relance du marché économique, du marché immobilier, et donc ça devrait se régler. Donc si ça ne devait pas arriver, évidemment que l'immobilier, c'est un point hyper important de l'activité industrielle et commerciale française, et donc ça aura un impact catastrophique, et donc ça précipiterait pour moi la récession.
J'espère que j'ai bien répondu à votre question. J'essaie de faire... Dans une seule phrase, j'ai répondu un peu à toutes les situations. Parfait, vous avez gagné le droit de revenir l'année prochaine. Ah, Allez, super. Marika, on va voir aussi si vous gagnez le droit de revenir l'année prochaine. Donc, toujours la même question et on axe toujours sur est-ce que la machine pourrait tellement se gripper que l'immobilier deviendrait, enfin, que le bâtiment, la construction deviendrait le moteur de la récession, ou est-ce que le grippage actuel va en faire un accompagnateur significatif d'une éventuelle récession industrielle qu'on voit montrer le bout de son nez? Ben, je pense que c'est plutôt accompagnateur que le précurseur. Après, encore une fois, hyper dur de se projeter et de savoir exactement quel est le point qui va, entre guillemets, tout mener. Mais oui, enfin, et je dirais, en étant pas mal quand même international, en ayant passé 12 ans à Londres, là en étant à Lisbonne, pardon, et en étant française d'origine, du coup, je trouve qu'il y a aussi une grosse différence entre pays anglo-saxons et pays, enfin, la France par exemple, où en France, il y a les taux fixes qui sont longs. Ça, c'est quand même une particularité de la France. Donc, il y a en fait que les nouvelles transactions qui sont impactées, puisqu'il n'y a pas ce besoin de renégocier un prêt 2 ans, 3 ans, 5 ans après avoir commencé le premier prêt. Alors que dans les pays anglo-saxons, où il n'y a pas de taux à long terme, donc on parle de 2 ans, 3 ans ou 5 ans maximum, du coup, il y a besoin de renégocier son prêt, sinon on passe en taux variable qui est pas du tout attractif. Donc, on parle de, je sais pas, 8%, enfin, c'est énorme. Donc, du coup, on a besoin de renégocier. Et comme on renégocie, en fait, c'est comme si on avait un nouveau contrat de prêt avec une autre entité. Et donc, du coup, l'appartement, la maison qu'on détient va être enfin, le prix va être re-regardé. Et donc, si le prix de l'immobilier a baissé, eh ben, du coup, notre ratio d'emprunt va être impacté. Et c'est comme ça qu'on peut, ce qu'on appelle avoir de la negative equity, où au final, on avait 20 d'apport pour 80 de dette pour quelque chose qui valait 100. Bah, imagine maintenant, imaginez si ça vaut 80. Nous, on a toujours Bref, en gros, tout diminue et donc on peut emprunter beaucoup moins. Et donc, en fait, c'est plus que sur le stock, mais c'est aussi sur tout C'est plus que, pardon, sur les nouvelles transactions, mais c'est aussi sur le stock. Et du coup, ça peut beaucoup plus impacter une récession. Et donc, pour les pays anglo-saxons, je pense que l'immobilier, ça peut être un précurseur alors que je ne le vois pas pour la France. D'accord. Allez, Christophe, essayez de nous donner votre point de vue en 1 minute maximum parce que j'ai encore un thème que je voudrais aborder avant de déclencher votre partie privée. Allez, vous en Alors, pensez en, quoi et vous voyez comment les choses? alors, en 1 minute, je disais tout à l'heure que c'était plus facile d'être gérant obligataire en juin 2023 qu'en juin 2022. Pour l'immobilier, c'est l'inverse, hein. C'est bien plus compliqué d'être gérant immobilier aujourd'hui, de par tout ce qui a déjà été dit par les trois intervenants précédents. Voilà, donc ça, c'est un point qui est important parce qu'on parlait de taux, et s'il y a un truc central aujourd'hui dans l'ensemble de l'économie, c'est bien l'univers des taux. On voit bien que l'impact, il est très fort sur l'immobilier, il est très fort sur l'ensemble des classes d'actifs, parce que des taux qui ont beaucoup monté, c'est un changement de paradigme global. Associer ça à l'inflation dans l'univers de l'immobilier pour la construction, bah, ça fait effectivement un cocktail qui est pas très bon et qui, quoi qu'il arrive, va pas être très sexy sur les mois qui viennent. Ok, merci beaucoup. Alors, tout à l'heure, dans la première partie avec Marika, on a fait un focus sur les actions. Dans le focus sur les actions, elle a dit qu'aujourd'hui, une des raisons qui pouvait expliquer la différence de hausse entre les small mid cap et les big cap, c'est que il y avait une sorte de flight to quality quand on était dans des périodes un petit peu hésitantes. On sent qu'on risque d'avoir un ralentissement, enfin, il y a un ralentissement. On voit les craintes de l'immobilier, la crainte industrielle. On comprend que la hausse des marchés ne s'est fait qu'avec quelques gros titres qui ont pu tenir les marchés et les faire monter, ou avec quelques micro-secteurs. Et que donc, pour que les small et mid cap redémarrent, il va falloir d'abord qu'il y ait un élément de confiance sur une situation économique plus saine, une situation économique plus porteuse en avenir. Et le redémarrage des small et mid cap doit être vu comme un indicateur avancé
de ça, ou comme une croyance des opérateurs qui se disent ça y est, c'est bon, l'économie va redémarrer, il va à nouveau y avoir des opérations intéressantes sur les small et mid. Revenons sur les small et mid. Alors, chez Sony, donc c'est un peu une spécialité, les small et mid. Donc là, sans qu'on rentre dans les fonds, puisqu'on va en parler tout à l'heure, Christophe, quel est votre point de vue là-dessus et quel est votre avis là-dessus? Alors, déjà, le point important, c'est que pourquoi les small and mid ont été délaissés, il y a un autre élément qui est essentiel, c'est la liquidité. C'est un actif sur lequel la liquidité est un sujet très important parce que comme il y a moins de liquidité, à un moment donné, les investisseurs, bah, ils préfèrent dans un environnement où on n'y voit pas très bien, aller plutôt sur des capitalisations bien plus larges parce que la liquidité est plus présente. Donc ça, c'est un point qui est important. Mais bien évidemment, on n'a rien inventé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour que les small et mid puissent revenir un peu sur le devant de la scène, il faut qu'on ait un niveau de confiance qui soit supérieur à ça pour que finalement ce niveau de confiance il passe par-dessus cette crainte de la liquidité. Parce qu'on sait très bien si demain le marché va à l'envers, ce qui va être très impacté, c'est les actifs les moins liquides et c'est assez naturel. Donc il faut vraiment qu'il y ait un niveau de confiance qui soit bien supérieur pour que finalement l'investisseur final se dise, bon finalement la liquidité, je sais que c'est un problème, mais finalement ce n'est pas un problème si grand parce qu'en face de ça, j'ai un univers qui est propice et donc qui me permet d'accepter certes un risque de liquidité, mais au bout du compte, si tout le monde se remet à venir sur cette classe d'actifs, ce sujet de liquidité qui est un défaut redevient une qualité parce qu'à l'inverse, vous avez beaucoup de flux au même moment, au même endroit, et évidemment, ça fera monter les prix. Donc, c'est un jeu à somme nulle qui n'est pas facile à identifier. Ça, c'est une certitude. Et puis après, évidemment, ça dépend aussi de ce qu'on met à l'intérieur de cet univers des small et mid. Voilà, parce qu'au bout du compte, il y a aussi des boîtes encore plus petites qui sont des micros, qui sont des toutes petites capitalisations dans lesquelles il y a aussi cet élément qui Ok, peut être allez, intéressant. je vous coupe la parole là, autrement on va être très en retard. Et on va revenir à David. David, je vais vous laisser conclure sur ce sujet. Donc, vous avez plutôt la réputation d'une société un peu contrariante dans la gestion, mais de mémoire, vous n'avez pas de fonds dédiés au small et au mid. Non, c'est exact. Pour autant, dans nos mandats de gestion, nous avons commencé à réallouer sur ce segment-là une petite touche, effectivement, en nous disant qu'il fallait essayer d'anticiper le coup d'après, comme on dit. Et effectivement, on a tenu compte du fait que la période de sous-performance des small caps était particulièrement longue par rapport à nos données historiques. Et on s'est dit que voilà, c'était certainement trop tôt, mais qu'au moins on mettait un petit pied, même un orteil, dedans pour voilà, ne pas rater le rebond qui devrait arriver. Alors après, quand est-ce que ça arrive? Est-ce que voilà, est-ce que c'est dans 6 mois? Est-ce que c'est dans un an? Voilà. Mais en tous les cas, les valorisations nous semblaient suffisamment intéressantes et je vous dis la sous-performance suffisamment significative pour justifier un petit retour sur cette classe d'actifs. Super. Et comme vous avez été bref, on peut même laisser Maël conclure sur ce sujet. Maël, vous avez 45 secondes pour nous dire ce que vous en pensez, vous, des small et mid. Est-ce que c'est le coup d'après, comme dit David? Est-ce que c'est le prochain grand mouvement? Est-ce que c'est l'indicateur avancé du redémarrage, comme dit Marika? Eh ben, j'ose espérer que c'est tout ça à la fois. J'espère que ça va être. De toute façon, c'est un éternel recommencement. Là, en ce moment, on était plus comme on le disait au début sur les obligations. Vraisemblablement, les taux vont baisser et donc les small et mid cap, vont revenir à la mode. Donc moi, je suis assez d'accord et on le voit d'ailleurs hein, pour en remettre dans les portefeuilles encore sur des petits montants, mais je pense que enfin, le rendement va s'accentuer et ça va retrouver de l'intérêt. Ok, super. Allez, merci à tous. Je vous souhaite d'excellentes vacances. On se retrouve à la rentrée. Je vais maintenant commencer mon tête-à-tête avec Christophe Tapia de Sun IM et on va parler de cette superbe société Sunny qui nous accompagne depuis très longtemps, qui est présente chaque saison, chaque année, qui nous aide pour notre gala et qui nous vient parler des fonds. Donc, je suis très heureux de discuter avec vous, Christophe, d'abord parce que je vous apprécie bien, je vous aime bien dans la vie, je vous aime bien au travail. Vos fonds sont extrêmement répandus chez nos clients. Donc, j'ai tout de suite la première question. Qu'est-ce qui se passe avec Sunny Patrimoine?
Alors, il se passe que on n'a pas bien vu les choses en ce début d'année, et essentiellement en tout début d'année d'ailleurs, parce que quand il y a eu cet incident sur les banques américaines, nous étions très exposés sur les taux courts américains, avec une vision en pensant que les taux courts américains allaient continuer de monter. Et donc, on a vendu ces taux courts américains en pensant que c'était une très bonne idée pour aller générer de la performance. Et c'est d'ailleurs ce travail sur la courbe des taux qui nous avait très bien réussi en 2022, puisque le fonds a une performance de plus 9% en 2022, ce qui était assez atypique dans cet univers. Sauf que, au moment où on décide de faire ce mouvement un peu agressif sur les taux courts américains, il se passe cette faillite d'une banque dont personne connaissait le nom avant que ça arrive en février de cette année, qui fait que le fonds perd une dizaine de pourcents sur uniquement ce mouvement sur les taux courts, parce qu'on avait du levier et qu'au bout du compte, ce mouvement qu'on a choisi, il n'était pas opportun. Alors, c'est un peu rageant parce que j'ai envie de dire, on avait la bonne vision du marché, sauf que d'un point de vue opérationnel, on n'avait pas identifié. Alors après, on se cache pas, bien évidemment, hein, c'est pas que c'était pas identifiable, mais qu'une banque fasse défaut à un moment donné et que ça mette autant de bazar et que là-dessus arrive l'histoire du Crédit Suisse, ça a fait beaucoup en même temps, au même moment, pour un mouvement qui nous semblait être tellement lisible dans l'autre sens, qui fait que voilà, le fonds il a perdu une dizaine de pourcents juste sur un mouvement, donc ce qui est beaucoup. Alors maintenant, ça reste un fonds qui est un fonds avec une approche macroéconomique un peu globale. Donc quand il se passe ça, c'est-à-dire que quand on a un choc aussi important, globalement on coupe un petit peu l'ensemble des positions pour faire un pas en arrière et essayer de se repositionner intelligemment, regarder un petit peu là où on s'est trompé, les erreurs qu'on a commises, et puis surtout essayer de retrouver des mouvements de marché plus longs sur lesquels, ou plus évidents, avec des convictions plus fortes, sur lesquels on pourrait imaginer de se repositionner. Et donc aujourd'hui, on tâtonne un peu, c'est ce que je disais tout à l'heure dans la première partie de l'intervention. Il nous semble que le marché n'est pas très lisible quand même, il n'y a pas beaucoup de visibilité. Donc, plutôt que de continuer de creuser cette baisse qui a été quand même assez importante, même si, on va dire, sur les 2 ans, c'est cohérent par rapport à la séquence 2022-2023, là, on essaye de regarder des choses qui peuvent être plus intéressantes dans l'univers que l'on connaît bien, c'est-à-dire les différentes courbes de taux, les taux courts, les taux longs. On voit bien qu'aujourd'hui, les courbes sont encore inversées. C'est qu'aujourd'hui, les taux courts rémunèrent plus que les taux longs. Alors, c'est un des biais de la hausse des taux qu'on a vécu l'année dernière. Mais vraiment, le message le plus important pour nous, c'est que il arrive qu'on se trompe, ça a été le cas depuis le début de l'année. Maintenant, le plus important, c'est pas de s'entêter dans une erreur qu'on a pu faire, c'est de prendre un peu de recul et de voir finalement comment on pourrait adresser des trends qui devraient être un peu plus évidents. Mais là, à date, à l'heure où on se parle, on a plutôt coupé l'ensemble des risques en disant, on va attendre de voir d'y voir un peu plus clair et de voir comment pouvoir se repositionner pour essayer de régénérer un niveau de performance supérieur dans les mois et trimestres à venir. D'accord. Comment va le gérant? Pas trop stressé par ces événements? Le gérant, il a l'habitude, c'est pas un perdreau de l'année, donc voilà, il est pas stressé, il est agacé parce que à la limite, si on s'était trompé sur toute la ligne en disant voilà, on pensait que les taux courts allaient baisser et qu'ils montent, voilà, ok, pas grave. Là, on pensait que les taux courts allaient continuer de monter, mais et donc c'est ce qui s'est passé d'ailleurs par la suite. Mais au moment de la faillite de la banque, en l'espèce, on n'avait pas du tout identifié cet univers-là. Et donc, voilà, quand vous avez un signe noir, ce qui arrive parfois, vous pouvez avoir la bonne vue de marché et la bonne idée et finalement être à l'envers. Donc, voilà, il n'est pas stressé, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, mais en revanche, il est plutôt agacé et puis ça fait jamais plaisir, tout simplement. Ça, c'est clair. OK, allez. Alors, on va essayer de construire notre discussion. Donc, 2 gros thèmes. Le thème des small et mid cap, où il y a 2 fonds. Chez vous, on a d'ailleurs reçu le gérant de ces fonds en début de saison. Et le thème des obligations, qui est un petit peu votre historique et un petit peu la naissance et la jeunesse de la société. Donc, en début, je disais, semi-euro stratégique 1,07. Est-ce que c'est pas un petit peu décevant? Est-ce qu'on ne s'attendait pas un petit peu à ça? Et en préparant l'émission et en regardant vos fonds, j'ai vu un fonds que nous, on n'avait pas trop l'habitude de travailler, un autre fonds de crédit qui, lui, performait mieux. Donc, ce que j'aimerais bien, c'est que vous nous expliquiez, en revenant très rapidement sur pourquoi est-ce qu'on a une performance aussi faible aujourd'hui, et pourquoi est-ce que vous en sortez mieux avec le deuxième fonds? Qu'est-ce qui existe dans ce deuxième fonds qui n'existe pas dans le premier? Alors, on a déjà dit beaucoup de choses en première partie. Aujourd'hui, sur ce numéro stratégique,
Bon, nous, juste pour faire une vision un peu globale de comment on travaille les obligations chez Sony, on travaille essentiellement des obligations d'entreprise qui sont toutes émises en euros, hein, donc sans aucun risque de change, avec une stratégie plutôt de portage, et on adresse finalement l'ensemble des notations de l'univers obligataire, de l'investment grade, donc les mieux notés jusqu'au high yield, les moins bien notés, avec un univers de duration où on peut acheter des obligs à 3 mois, à 6 mois et des obligs à 10 ans. Et aujourd'hui, c'est vrai que depuis le début de l'année sur Euro Stratégique, on avait une approche qui était plus prudente, en se disant finalement, c'est peut-être pas fini ce choc sur l'univers obligataire. Il peut encore se passer des choses et surtout, euh, quand le risque n'est pas rémunéré de la manière la plus importante pour nous, ben, on ne le prend pas. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans Euro Stratégique, on a des obligations très, très bien notées sur des durées très, très courtes, en attendant qu'il se passe quelque chose pour redéployer ces obligations-là sur des obligations peut-être un peu moins bien notées, avec de la visibilité pour lâcher plus de rémunération sur des durées plus longues. Donc ça, c'est la stratégie globale. Alors pourquoi le deuxième fonds, Sony Eurocrédit Opportunité, a mieux fonctionné qu'Euro Stratégique? Parce que tout simplement, les papiers qui étaient à l'intérieur de ce fonds-là étaient plus décotés que ce qu'on avait à l'intérieur d'Euro Stratégique. Donc il y a un côté rattrapage qui a permis à ce fonds-là d'aller faire un peu plus de performance qu'Euro Stratégique depuis le début de l'année sur les 6 premiers mois. Mais d'ailleurs, c'est un fonds sur lequel la flexibilité est aussi plus importante que ce qu'on aurait sur un Sony Euro Stratégique. Eurostratégique, c'est un fonds géré par un ancien gérant de fonds euro où la stratégie est plus une stratégie de portage, même si on peut imaginer de faire d'autres choses. Dans Eurocrédit Opportunité, on peut aller un peu plus loin en termes de flexibilité. Et donc, cette flexibilité, elle devrait apporter dans les mois à venir. On imagine un peu plus de performance. D'ailleurs, s'il y a un fonds que l'on met plus en avant de notre côté dans cette gamme obligataire, c'est plutôt Eurocrédit Opportunité qu'Eurostratégique. Parce que, évidemment, on pense que avoir un peu plus de flexibilité dans les mois qui viennent, devrait être un peu plus générateur de performance dans l'univers de la gestion obligataire. D'accord. Alors, dans le monde de l'obligation, il y a eu un petit séisme, non, c'est exagéré, mais il y a eu un mouvement un peu violent avec Casino, Ouais. Rallye, où il y a c'était une société qui a émis beaucoup d'obligations. Donc là, je pense que les obligations sont parties dans un sens et dans l'autre de manière assez violente. Par exemple, est-ce que c'est une société que vous aviez en portefeuille? Alors, c'est une société. Alors, Rallye, non. Depuis toujours. Casino, on en a eu depuis longtemps. Et d'ailleurs, c'est une des lignes sur lesquelles notre gestion elle a été la plus active. Donc, Casino, ça a Une été gestion générateur de active pour performance. nos auditeurs, ça veut dire que vous achetez, vous vendez, vous réachetez, vous revendez, vous travaillez la ligne, c'est ça? Exactement, exactement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la galaxie, je ne veux pas trop rentrer dans le détail, c'est un peu technique, mais la galaxie des obligations casino est très importante. Il n'y a pas juste une obligation casino. Il y en a plusieurs, avec des maturités différentes, avec des rangs de seniorité différents, avec des niveaux de risque différents, avec des sous-jacents qui sont différents. Donc, évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette boîte, elle est très endettée. C'est quand même ça le sujet. Alors, pourquoi on a toujours bien aimé, nous, Casino versus Rally? Bah, c'est que Casino, il y a des actifs à l'intérieur, et des vrais actifs et que d'ailleurs on voit bien. Donc il y a différents investisseurs qui s'intéressent à ce titre Casino. Et d'ailleurs, Casino, c'est un sujet qu'on a pu travailler aussi, alors ça fera le lien avec l'étape d'après, qu'on a pu travailler également en action, sur nos fonds actions. Et donc nous, aujourd'hui, il y a des obligations Casino sur lesquelles on pourrait imaginer d'ailleurs de réinvestir, voilà, parce que c'est un dossier qu'on connaît très très bien, mais vraiment très très bien. Et d'ailleurs, on a constitué un petit pool d'investisseurs institutionnels qui sont investis sur Casino pour essayer de peser un petit peu sur les négociations qui vont venir. Parce qu'évidemment, dans la négociation qui va arriver, on pense qu'il y aura du grain à moudre pour les créanciers Casino. Et donc, je pense qu'on peut revenir à meilleure fortune sans Casino sans trop de sujets. Et ça veut dire aussi et surtout que dans un univers obligataire, la granularité du nombre d'émetteurs que vous avez dans un portefeuille, c'est essentiel. Et nous, dans notre gestion, on n'a jamais un émetteur qui dépasse les 2 ou 2,5% du montant global de l'actif géré. Donc ça, c'est important aussi parce que cette granularité, elle permet de bien digérer les épisodes qui peuvent être violents à un moment donné. Alors, tout à l'heure, on parlait dans les obligations, on parlait du risque de crédit, du risque de taux. Vous avez même apporté un nouveau concept qui disait que quand on achète une obligation un peu en dessous du pair, on a aussi, pas un risque, mais on a aussi un gain potentiel si jamais elle est remboursée sans casse. Donc là, on est clairement avec Casino sur un risque de crédit, c'est-à-dire que l'émetteur peut être amené à ne pas rembourser ou à ne pas tout rembourser. Est-ce que vous, depuis le début de l'année, avec cette activité sur le titre, ça se matérialise par un gain Casino pour les détenteurs de vos fonds ou par une perte, en sachant qu'on n'est que à la moitié de l'année, que l'année n'est pas finie, que c'est un grand sujet,
que ça ne peut pas représenter plus que 2%, mais sur cette ligne casino, vous êtes plutôt gagnant ou plutôt perdant? Alors, il y a deux réponses. La première, c'est que depuis qu'on a investi dans les obligations casino, c'est-à-dire il y a 10 ans en arrière, on est gagnant. Uniquement depuis le début de l'année, on est perdant. Mais sur la globalité des 10 dernières années, sur l'ensemble de nos portefeuilles, c'est une contribution qui est très largement positive. Après, il y a un point qui est important, c'est qu'aujourd'hui, la valorisation des obligations casino signifie que globalement, on est comme dans un état de faillite. Donc, est-ce que ça peut aller beaucoup plus bas? Ça paraît difficile. Maintenant, toutes les obligations, toutes les souches obligataires, donc ça veut dire quoi? Toutes les obligations différentes vont pas être traitées de la même manière. Donc, c'est là-dessus sur lequel nous, on doit être très attentif pour savoir effectivement comment, je veux dire, à quelle sauce on va être mangé certes, digéré aussi, et comment finalement on va réussir à travailler cette ligne-là. Mais en tout cas, c'est là pour le coup, c'est le côté sympa aussi de notre métier de gérant obligataire, de pouvoir creuser des dossiers comme celui-là, parce que c'est un dossier sur lequel il y a beaucoup de choses à faire et qui n'a pas fini de rebondir. Maintenant, on peut imaginer que le rebond il va être plutôt dans un bon sens. Voilà. Et ça, c'est quand même un élément qui est plutôt rassurant pour nous. OK. Alors, maintenant, on va passer à vos fonds actions. Donc, vous avez essentiellement deux fonds actions qui sont Sunny Recovery et Sunny Manager. Donc, les deux sont sur du small et mid cap. Il y en a un qui se concentre sur tout l'univers et donc, comme tout le monde, enfin, comme tous les stock pickers, vous essayez de choisir les meilleures valeurs pour avoir le meilleur rendement. Et il y en a un autre qui se concentre sur la recovery. Donc, je vous propose peut-être 20 secondes sur la recovery, puisqu'on a l'habitude de parler avec Meir Ben Amram qui lui fait un focus là-dessus. Et ensuite, on passe plutôt sur l'univers, vos résultats et comment vous voyez le deuxième semestre. Alors, la recovery, c'est quoi? C'est pour nous la thématique qui est la plus importante en bourse. La recovery, ça veut dire qu'à un moment donné, une société, elle doit se réinventer parce qu'il lui est arrivé quelque chose. Alors, arriver quelque chose, c'est quoi? C'est un problème financier, c'est un nouveau concurrent, c'est un nouveau produit, c'est un nouveau compétiteur, c'est une nouvelle zone géographique, c'est une pandémie. Et donc, la société doit se réinventer pour retrouver la faveur des investisseurs en retravaillant son business model. Et souvent, des éléments de recovery, c'est quand il y a une augmentation de capital, par exemple, qui est un élément majeur qui permet de dire, tiens, finalement, pourquoi cette société augmente son capital? Et donc, nous, le travail de Meyer et de ses équipes, c'est de creuser les dossiers. Et la recovery, c'est un pur travail de sélectionneur de titres. Voilà, faut vraiment aller fouiller les poubelles, aller regarder à l'intérieur de chaque dossier. Alors, c'est pas parce qu'un dossier a perdu 50% que obligatoirement c'est un sujet intéressant et qu'on y va. Pas du tout. Au contraire, on essaie de comprendre pourquoi ça a baissé de 50% et surtout s'il y a des moteurs de performance futures qui vont permettre de revenir à meilleure fortune. C'est ça, globalement, en 20 secondes, le travail de la recovery. Et ce qui est intéressant en bourse, c'est que des recoveries, il y en a tout le temps. Quels que soient les secteurs, quelles que soient les zones géographiques, quelle que soit la taille des sociétés. Alors, pour tout vous dire, j'en suis assez convaincu. Et maintenant, je vais vous poser une autre question. Donc, l'année dernière, donc, qui était une année très compliquée pour les actions, euh, sur le fonds recovery, je crois que vous arrivez presque à zéro, vous faites moins 50 ou moins 2, je ne sais pas, mais en tout cas, vraiment quelque chose de magique par rapport à vos concurrents, aux autres fonds et par rapport au marché actions. Cette année, le marché des small et mid cap, c'est un marché qui est plutôt difficile, qui est vraiment compliqué pour tout le monde. Votre fonds recovery, si j'ai bien regardé, on est presque à plus 9 depuis le début de l'année. Ce n'est pas du tout le cas de votre fonds manager, donc de votre fonds classique small et mid cap. Ce n'est pas du tout le cas non plus de vos concurrents dans les fonds classiques de small et mid cap. Vous nous dites que la recovery, c'est votre ADN. Est-ce que vous n'auriez pas intérêt à fusionner les deux fonds et à avoir un seul fonds de recovery et à aller chercher toutes les compétences, toute la performance possible, surtout si on est condamné à avoir, enfin condamné pour notre bien, à avoir un fonds recovery qui d'année après année fera toujours mieux que son cousin ou que son petit frère des fonds classiques small et mid cap. Alors, j'adorerais faire ça. Sauf que c'est pas possible. Parce que Sony Manager, il a une contrainte, c'est un fonds qui est éligible au PEA-PME en France. Et donc, ce fonds-là, il nous oblige à avoir des contraintes complémentaires. Et donc, bah, bien évidemment, plus vous avez de contraintes, plus c'est difficile, entre guillemets, de générer de la performance. Alors maintenant, celui qui détient du Sony Manager depuis 3 ans, hein, il a une performance d'ailleurs, qui a été saluée par le journal Investir, journal des finances de cette semaine, où effectivement, on est le meilleur fonds small et mid cap sur 3 ans. Donc, ça veut dire qu'on a bien fait le travail, parce qu'on a gagné plus de 60% sur 3 ans, donc c'est plutôt assez satisfaisant. Mais la contrainte, c'est que manager, on a aussi des micro-caps à l'intérieur.
Donc, ça veut dire des sociétés de toute petite taille dont les capitalisations boursières sont inférieures à 150 millions d'euros. Et donc là, vraiment, c'est aussi la différence avec Sony Recovery où on peut aller sur un univers un peu plus large. Là, pour le coup, sur Sony Manager, on peut investir que sur des petites boîtes en majorité, un minimum à 75%. Donc, c'est ce qui est aussi la différence entre les deux fonds. Et c'est pour ça que fusionner les deux fonds n'aurait pas de sens parce que on rajouterait des contraintes complémentaires à Recovery, ce qui n'aurait pas de sens. Alors que finalement, aujourd'hui, on a deux fonds qui vivent assez bien l'un à côté de l'autre. Alors évidemment, il y a des lignes qui sont communes aux deux fonds, hein, bien évidemment, hein, parce que le travail, à partir du moment où c'est une boîte en recovery qui est de petite taille, bah, ça a du sens. Mais inévitablement, la recovery, pour revenir à ce qu'on disait en préambule, la recovery, c'est plutôt une thématique de société moyenne, voire petite. Dans l'univers du CAC 40, des recovery dans l'année, il y en a peut-être une ou deux. Mais c'est un champ des possibles qui est beaucoup plus faible. Dans les recovery connues sur le CAC 40, il y a eu Stellantis, par exemple, qui est une vraie recovery parce qu'il y a eu un vrai mouvement sur l'une des secteurs de l'univers automobile. Mais aujourd'hui, c'est pour ça qu'on ne fusionne pas les deux fonds et que les deux fonds vivent leur vie en parallèle. Et finalement, ils adressent des investisseurs différents sur des endroits différents, c'est-à-dire le PEA, PME d'un côté et le PEA de l'autre pour Sony Recovery. Ok, eh bien, merci beaucoup Christophe, merci d'être venu avec nous, tout particulièrement merci d'avoir accepté de venir à cette dernière émission. Et on se dit à très bientôt, à très vite pour la prochaine saison où on vous accueillera à nouveau avec plaisir. Et en attendant, je vous souhaite un très bel été, un très très bel été. Merci beaucoup Bernard, à très très bientôt avec la vidéo la prochaine fois. Voilà, bonsoir. À Et c'est bientôt. maintenant au tour de Sébastien Branche. Bonsoir Sébastien. Bonjour Bernard. Alors, Sébastien, vous venez pour la dernière émission, on s'est rencontrés il y a très peu de temps, on a été présentés. Vous êtes directeur des opérations chez Princess Sam Entertainment. Vous avez en tout cas une ADN de gestionnaire de patrimoine puisque votre père a été très présent dans le milieu pendant de longues années. Et vous avez vous-même commencé votre carrière dans cet univers. Cela a duré une dizaine d'années. Vous vous êtes ensuite tourné vers le monde du cinéma et de l'entertainment, comme on dit. Alors, Princess Sam, là, je parle sous votre contrôle. C'est un groupe qui a bâti un écosystème de production, de licences et de merchandising autour de la saga Tara Tucan, écrit par Sophie Audouin Mamikonian en 1987. Pour vous résumer l'histoire, et là, mille merci à ChatGPT, c'est lui qui m'a aidé. Une jeune fille ordinaire qui découvre qu'elle est une puissante sorcière et apprend à l'âge de 12 ans qu'elle est l'héritière du trône d'Omois, tout ça 10 ans avant Harry Potter. Aujourd'hui, Sébastien, on a deux sujets. La création d'un grand centre de cinéma au Portugal. Donc pour nous, French Radio Portugal, c'est vraiment très intéressant, pas très loin de Lisbonne, et une levée de fonds pour nous, radio spécialisée dans le patrimoine, c'est aussi très, très intéressant. Alors, avant de vous donner la parole, et juste une toute petite question qui m'a quand même taraudé quand je préparais l'émission, est-ce que vous pensez qu'Harry Potter, ils vous ont un peu copié ou pas du tout? Alors, si vous écoutez l'auteur et Sophie de Tara Duncan, je vais vous dire oui, bien évidemment, puisque l'antériorité, en tout cas, de l'écriture est est du côté de Sophie. Après, très clairement, non, il y a jamais de copie dans l'univers de la littérature. Il y a beaucoup d'univers similaires qui se conjuguent différemment. Voilà. Et Sophie a vendu depuis 2003, date de l'édition du premier livre de la saga Tara Duncan, plus d'une dizaine de millions de livres dans le monde, édité en 27 langues. Donc c'est une des auteurs français qui est les plus lus au monde à l'heure où on se parle. Donc la comparaison avec Harry Potter, elle est bonne dans l'univers, mais voilà, elle s'arrête là sur la partie de qui a copié qui. Allez, on commence. Le grand centre de cinéma au Portugal. Oui, alors le groupe Princess Sam, donc par l'origine, comme vous l'avez très bien expliqué Bernard, est sur le segment des licences jeunesse. Les licences jeunesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous exploitons à la fois du contenu audiovisuel, sur des séries animées 3D pour les chaînes de télévision ou les plateformes, aussi bien que du jeu vidéo, et dans le futur, des séries comme on peut trouver sur Netflix et des films. Et de l'autre côté, nous exploitons toute la partie produits dérivés. Sur cette partie portugaise, il nous est apparu il y a 4 ans en arrière, nous avons créé le groupe que Disney et Netflix concomitamment avaient loué pendant des durées de 9 à 10 ans les principaux studios mondiaux qui sont Shepperton et Pinewood notamment, pour leur simple profit, et ce qui allait amener dans les années futures et donc aujourd'hui à une pénurie de lieux de tournage, puisqu'il y a une augmentation, une frénésie de contenu aujourd'hui à travers les différentes plateformes. Et très rapidement, nous avons été accompagnés par une famille que nous connaissions, qui nous a alerté sur le fait que le Portugal pourrait être une terre d'asile pour développer un projet de grande envergure pour des studios de tournage.
Et nous avons commencé à étudier avec cette famille des terrains, étudier la faisabilité d'un tel projet. Et pendant 4 ans, nous avons donc trouvé un terrain qui est à quelques vingtaine de minutes du centre de Lisbonne, à la sortie du pont Vasco de Gama, qui est aujourd'hui à 450 hectares. Et nous avons eu la semaine dernière, après 4 ans et demi de discussions animées avec le gouvernement, avec les commissions environnementales, avec la mairie locale, notre certificat d'urbanisme et autorisation de construire pour ces studios, donc qui sont des studios de tournage sur ce terrain, qui vont accueillir, nous l'espérons, dans les prochains mois et prochaines années, les plus gros studios mondiaux qui vont venir tourner leur série à côté de Lisbonne, au Portugal. D'accord. Donc ça sera une nouvelle activité pour vous. C'est une activité totalement de real estate et d'exploitation qui sera filialisée au sein du groupe. La holding va se porter acquéreur du terrain, puisque c'est elle qui l'a optionné. Et effectivement, c'est une activité qui va générer du tangible à côté des droits de propriété intellectuelle et surtout donner une visibilité encore plus forte au niveau mondial au groupe, puisque ça nous permet d'entrer dans discussions avec des géants comme Netflix, comme Warner, comme la BBC, etc. etc. Et le tout en créant de l'emploi, puisque nous allons créer des académies de formation, nous allons créer tout un écosystème, tout en étant en plus 100% ESG responsable, puisque nous sommes sur un site protégé. Parce que vous le savez, au Portugal, vous avez une exemption sur les chênes lièges, qui sont des espèces protégées depuis plusieurs centaines d'années. Et nous avons en plus une réserve d'eau potable qui est très importante, une des plus importantes d'Europe sur ce terrain. Et donc, nous avons validé avec les commissions environnementales de faire un projet 100% éco-responsable, photovoltaïque, électrique sur l'ensemble du site. Ce qui sera une première au niveau européen, d'ailleurs. D'accord. Et une question, la saga, elle a déjà été portée à l'écran d'une manière ou d'une autre? La saga, elle a été diffusée en dessin animé. Donc, la première était en 2010. C'était une coproduction M6 Disney qui a été vendue dans 27 pays. Et à l'heure où on se parle, la nouvelle saison que nous avons financée en 2019 est aujourd'hui diffusée dans plus de 150 pays dans le monde, où elle est en tête des audiences, notamment au Japon, en Suisse, en Italie, en France, en Norvège, en Israël et au Québec. Et elle est dans le top 3 dans les autres pays qui ne cessent de s'augmenter tous les mois. Toujours en dessin animé? Toujours en dessin animé. Et compte tenu, alors nous avons lancé le groupe en 2019, nous avons eu un effet Covid qui a évidemment mis un petit coup de frein à la production, mais pas tant que ça, parce que le Covid a eu un effet sur notre thématique à nous d'entertainment plutôt positif, puisqu'il y a eu une accélération de visionnage de contenu d'un côté et d'accélération de téléchargement de jeux vidéo de l'autre. Donc c'est vrai que notre activité pendant le Covid a eu un essor qui a été totalement inattendu. Mais à côté de ça, le but est bien évidemment, dans les années qui arrivent, de pouvoir faire une série, non pas animée, mais une vraie série avec des vrais acteurs, et aussi des longs métrages, puisque Tara Duncan, c'est 15 tomes à exploiter. Donc, on a de la matière pour faire ça avec des partenaires, je pense, qui seront américains d'ailleurs. Ok. On vous souhaite tout le succès que vous méritez. Et pour le succès qu'on mérite, il faut des sous. Et donc, vous avez décidé de faire une augmentation de capital, non, pardon, une levée obligataire. Absolument. Une levée obligataire. Alors, essayez de nous expliquer la levée obligataire. Alors, si vous pouvez mettre votre caméra, ce sera peut-être plus simple parce que quand on repassera la vidéo, ce sera peut-être plus facile. Voilà. Voilà. Alors, concernant cette... Comme c'est des choses un peu techniques. Alors, on y va doucement, on explique bien ce que c'est une levée de fonds, les risques, comment ça se passe. Voilà. Et là, je rappelle pour tous nos auditeurs que ce que nous faisons là, ce n'est pas un conseil, c'est une information. On vous présente quelqu'un, on ne vous conseille pas d'en acheter, on n'a pas étudié, on n'est pas vos conseillers financiers. Et après, ceux qui veulent plus de renseignements, vous envoyez un mail à la radio et on vous mettra en contact. Allez, on vous écoute, Sébastien. Absolument. Donc aujourd'hui, pour financer son développement, puisque le groupe aujourd'hui fait du chiffre d'affaires, a lancé sa marque sur le marché, et aujourd'hui, comme nous avons des demandes des chaînes pour lancer une nouvelle saison et d'autres propriétés, nous avons décidé de faire une émission obligataire, c'est-à-dire d'émettre de l'obligation à travers notre société mère qui détient les actifs, qui sont la propriété intellectuelle. Le groupe a déjà levé 40 millions d'euros depuis son origine, beaucoup en augmentation de capital, c'est-à-dire en actions. Et quand je dis action, c'est du non-coté. C'est-à-dire que nous ne sommes pas sur un marché réglementé. Nous sommes une société, une PME dans l'univers du divertissement, mais on est bien dans le non-coté, c'est-à-dire que les effets de liquidité
notamment sur la partie action, ne sont pas du tout ceux qu'on peut trouver sur un marché coté. Ça, c'est important de le préciser. Donc, sur cette levée obligataire, elle nous sert à plusieurs choses. Un, à accélérer le développement sur le côté série animée, puisqu'on a Disney qui nous a demandé déjà d'accélérer sur la saison 2. Ça nous permet d'accélérer et d'ouvrir le département jeux vidéo avec des premiers jeux vidéo qui vont arriver sur le marché en 2024, d'accélérer notre recrutement pour ce faire. Et enfin, quatrième point, toute la partie marketing et communication qui, dans notre métier, est très important. Donc, cette levée de fonds obligataire, sa commercialisation a commencé le 7 juin, donc c'est tout récent. Nous sommes sur une maturité, c'est-à-dire une durée de 18 mois. C'est la date obligatoire de détention de cette obligation et avec un taux qui est versé à l'échéance qui est de 15%. Le nominal, c'est-à-dire le montant minimum, qui est ensuite un montant par tranche, est de 100 000 euros, qui correspond aujourd'hui au seuil d'un investisseur professionnel au sens de l'autorité des marchés financiers. Aujourd'hui, vous êtes sur un risque d'émetteur, c'est important de le préciser, qui ne garantit pas le capital, que ce soit sur l'action, mais bien évidemment aussi sur l'obligataire. On a néanmoins mis un collatéral, c'est-à-dire une garantie sur cette émission, qui est la sécurisation des droits au profit du porteur obligataire en cas de défaut, qui lui permet d'avoir une garantie sur les revenus issus des chaînes de télé, mais aussi sur les revenus issus du merchandising, puisqu'aujourd'hui, nous avons la chance de détenir 100% de ces droits. Donc, la garantie est affectée à 100% au porteur obligataire en cas de défaut de la société. Si la société n'arrive plus aujourd'hui, est en liquidation ou en dépôt, etc., ce qui, bien évidemment, est loin d'être le cas aujourd'hui. Donc, c'est un... La société gagne de l'argent. Aujourd'hui, la société ne gagne pas d'argent, mais elle a des fonds propres qui sont ultra positifs et ultra solides. Et surtout, elle va aujourd'hui être sur un multiple de revenus qui va faire x10 cette année. Donc, elle ne perd pas d'argent à la fin 2023, elle va en gagner beaucoup en 2024, ce qui fait de manière organique, d'ores et déjà, elle pourra rembourser sans aucun problème les porteurs obligataires. Donc ça, c'est important. Ensuite, dans notre développement, nous sommes souvent sollicités par des fonds d'investissement assez importants de différentes natures, et notamment étrangers, pour rentrer dans notre capital, puisque aujourd'hui, nous sommes dans le monde une des rares sociétés à maîtriser nos propres catalogues à 100% en termes de droits, ce qui intéresse énormément des fonds qui sont spécialisés dans l'entertainment, soit asiatiques, soit américains, ou voire même des corporates comme les géants Hasbro ou Mattel, qui nous ont déjà sollicités pour rentrer dans notre capital sur des montants d'investissement assez importants. Donc, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est qu'on a des effets, nous, de liquidité qui peuvent arriver dans les mois futurs pendant ce portage obligataire, ce qui seront bien évidemment tout en faveur du porteur obligataire. Et dans vos prévisions, vous avez prévu d'être rentable dès cette année 2023 ou il faudra attendre un peu plus tard? Dès cette année, oui. Mais je dirais de manière epsilonienne, le gros seuil de rentabilité est dès 2024, déjà même au milieu d'année, puisqu'on a le jeu vidéo qui va nous rapporter énormément d'argent et qui est sur un coût de fabrication aujourd'hui qui est très faible pour nous, parce que quand on pense jeu vidéo, on est toujours sur des montants qui peuvent paraître totalement disproportionnés quand on écoute le marché, alors que nous, notre métier, c'est d'aller faire du contenu pour des enfants de 5 à 10 ans. Ça, c'est la base de notre métier. Et quand on fait un jeu vidéo pour les 5-10 ans, on va sur Nintendo Switch, on va sur PlayStation, on va sur Xbox, enfin tout ce que font les enfants qui sont entre 9 et 10 ans, et on est sur des seuils de rentabilité qui sont de l'ordre de 50 à 60%, donc qui poussent forcément les revenus du groupe de manière très sensible dès 2024, puisque les premiers jeux sortent en 2024. D'accord. Maintenant, ce développement, cette création de studio à Lisbonne, si j'ai bien compris, c'est un projet qui est d'une taille extrêmement importante et même très importante pour votre société. Et globalement, quand on construit, on a toujours deux dérives. La première dérive, c'est dans les coûts, entre les coûts supposés et les coûts réels. Et la seconde dérive, et là, malheureusement, au Portugal, ils sont un petit peu, je ne vais pas dire champion du monde, mais peut-être champion d'Europe, il y a une dérive de temps. Tout à fait. Une dérive de temps et souvent même une dérive administrative. Ça, vous avez peut-être pu déjà vous en rendre compte avec la préparation du projet, mais une dérive administrative pour les autres autorisations administratives pour lesquelles vous aurez besoin pour exploiter. Est-ce que vous n'avez pas un peu peur, pas des craintes, enfin, je ne sais pas très bien comment on peut dire, mais un peu de vous noyer ou de vous laisser absorber par ce projet en termes de besoins financiers et d'aller être obligé de vous vendre ou de vous laisser avaler par ces fonds? Alors, pas du tout. Pour une raison majeure, c'est que la holding, le groupe ne portera pas l'ensemble du projet.
puisqu'on ne mettra pas en risque notre core business sur ce sujet-là, et que c'est un business qui sera dédié avec une filiale qui sera certainement d'ailleurs au Portugal et qui sera porté par des professionnels de l'investissement. Il y a déjà un fonds AAA français qui pèse 33 milliards et qui est coté en bourse, qui s'est manifesté pour porter cette construction, avec laquelle nous discutons. Nous allons être accompagnés par KPMG Londres, faire tout un état très précis des PNL, construction, etc. Et donc, derrière, nous avons un appui au niveau du Portugal avec plusieurs familles qui nous accompagnent. Et nous avons un process qui est très clair, qui est très lisible et qui ne mettra pas en risque ce que fait le groupe à côté. Donc, D'accord. Alors, bon, je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure, mais si on pousse au bout et si ce projet est une catastrophe, ça ne viendra pas mettre en risque la société. Absolument pas, puisque la société, elle, va être titulaire uniquement d'un permis de construire sur un terrain qui est un terrain agricole que nous allons avoir à un prix X et que le prix Y, qui est déjà maintenant, suite à la validation administrative, nous fait un effet de levier qui est considérable. Donc, nous pourrons au pire vendre le projet avec une belle plus-value, sans aucun problème. Mais, encore une fois, la holding ne portera pas ni la construction, ni des dettes mezzanines, peu importe. Enfin, elle ne sera pas dédiée au financement de ce projet. Donc, ça ne remettra pas du tout en cause le financement de nos projets core business, qui est l'entertainment. OK. Eh ben, ça a été une joie de vous recevoir. Voilà. Merci beaucoup, Bernard. C'est un plaisir. Clôturez la saison. Vous êtes la dernière seconde de l'émission Parlons Patrimoine. Nous, on va faire une longue pause pour l'été et on se retrouvera en septembre. Et puis, bien sûr, vous viendrez régulièrement nous donner des nouvelles de ce projet, puisqu'on est parti pour 3-4 ans au moins. Non, exactement. Voilà. C'est à minima ça. Absolument. Très bonne soirée, Sébastien. À bientôt. Merci à vous aussi, Bernard. Merci, au revoir. La French Radio. Portugal.